Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart & Scale, l'émission pour accélérer son entreprise. Alors cette semaine, j'ai l'honneur et je reçois une entreprise qui est déjà venue plusieurs fois expliquer ses stratégies sur Growth Makers et dont je n'avais pas encore eu la chance de rencontrer le CEO. Leur mission, digitaliser la formation continue de vos équipes tout en étant moins cher. J'ai nommé 360 Learning et son fondateur, Nicolas Hernandez. Je peux dire Nick ou Nico ? Il y a les deux options. Bonjour Nick. Bonjour. Ça va ? Ça va, super. Merci de me recevoir ici. Merci à toi. Première question, est-ce que tu peux présenter 360 Learning et son modèle économique ? Alors 360 Learning, c'est un logiciel SaaS qui sert à créer et diffuser rapidement des formations en ligne qui peuvent être donc soit totalement asynchrones, soit aussi synchrones et en ligne. On part du constat, d'un triple constat. Il y a 3 gros changements. Le business qui s'accélère pour beaucoup d'entreprises, cette année encore plus, de manière spectaculaire. Donc il faut changer les opérations, on change les produits, il faut dans ces cas-là reformer les populations avec des formations internes. Un deuxième changement sur les cultures d'entreprise qui évolue, et là aussi avec le Covid, l'accélération elle est phénoménale. Je parlais d'asynchrone mais aussi de responsabilisation puisque les gens sont chez eux, donc on leur fait plus confiance. Ça pose aussi des questions, comment est-ce qu'on manage à distance, comment on repère des risques psychosociaux à distance par exemple. Et donc, nécessité de former là aussi sur des sujets de soft skills, du management, etc. Et troisième grand sujet, c'est les modes de consommation de contenu. Les podcasts, c'est un bon exemple, qui changent. Je lisais que Spotify dit qu'avant, ils voyaient une consommation énorme le week-end et plutôt faible la semaine. Et maintenant, c'est une consommation qui s'est égalisée tous les jours de la semaine. Et donc voilà, le collaborative learning est une bonne réponse à ça. Ça permet d'accélérer les formations. Ça permet de les rendre collaboratives, beaucoup moins top-down, et d'avoir des formats qui sont les nouveaux formats et pas les anciens formats qu'on a pu voir dans le e-learning. Donc vous permettez simplement de construire des formations internes avec des formats différents, vidéo, podcast, audio, du texte, c'est ça, tout ça ultra facilement. Des questions aussi d'évaluation qui peuvent permettre de gamifier l'expérience, des questions ouvertes, par exemple tu formes des commerciaux, il faut qu'ils s'entraînent sur leur pitch. Donc tu les enregistres en vidéo et après tu peux commenter, le manager, le coach peut commenter cette vidéo. Et vraiment des modalités. On est une plateforme, donc on s'ouvre à de nombreuses modalités. Ce qui est important pour nous, c'est que ce soit rapide à créer, que ce soit collaboratif dans l'expérience. Donc c'est pas, on te met devant une vidéo, un cours de 30 minutes qui est entièrement top-down. C'est collaboratif. Donc voilà, c'est rapide, c'est collaboratif. En quelques chiffres, c'est 49 millions d'euros levés, 180 employés déjà, et puis 1200 clients. Est-ce que vous dévoilez le chiffre d'affaires ou l'ARR ? Non, on ne communique pas publiquement sur l'ARR. On est sur quelques dizaines de millions. On est sur quelques dizaines de millions d'ARR. Je le dis maintenant sereinement, et c'est un chiffre réel. On est sur plusieurs dizaines de millions d'ARR. Bon, il y a plein de choses dont j'ai envie de discuter avec toi. Le temps est limité, notamment de ton master en philo et de l'impact sur la culture d'entreprise, de cette culture du no meetings, de l'utilisation de Trello. Je sais que vous avez Trello dans tous les sens, qui est cette plateforme qui permet juste de faire des cards, les bouger dans des colonnes, donc des cards dans des colonnes. Comment est-ce que vous avez mis ça en place ? Pourquoi ? Et puis aussi, le projet phare de ces 12 derniers mois qui vous a permis d'accélérer la croissance. Mais juste avant d'attaquer ce beau programme, commençons par parler de toi. Comment t'es venue l'idée de lancer un LMS, un Learning Management System, c'est-à-dire en gros une plateforme web permettant de créer des formations, il y a de ça 6 ans. Alors, avant les 6 ans, il y a eu 4 ans où, avec mon meilleur ami et associé Guillaume, on a essayé de faire plein de choses qui n'ont pas marché. Et l'idée, voilà, ça c'est comment nous est vraiment venue l'idée. Maintenant, j'ai aussi une autre histoire que je peux raconter, c'est que mes 2 parents sont immigrés. Ils sont colombiens et argentins, de milieux très modestes. Ils ont pu venir en France parce qu'ils étaient très bons à l'université. C'était une époque où la France allait chercher des étudiants dans d'autres pays quand ils étaient bons. C'était là un peu le vol des cerveaux. Mais ils leur offraient un bon deal qui était on te paye tout et puis tu viens étudier en France. Et ça a marché parce qu'ils sont restés. Ils font quoi tes parents ? Alors, ils étaient dans l'informatique, ils avaient fait des maths. Et puis ensuite, ils ont bossé ils ont été ingénieurs les deux après avoir été un peu professeurs. Et donc, ils sont venus en France grâce à l'éducation. Et puis moi, ils m'ont élevé en me disant étudie à l'école et tu verras, tout va bien se passer. Et puis moi, c'est vrai que j'ai aimé l'école, j'ai fait des études.
Et je pense que c'est dans mon ADN, la pédagogie, le fait de discuter avec des gens, d'expliquer des choses, d'argumenter. On en reparlera peut-être sur la culture, mais c'est quelque chose qui est voilà, dans mon ADN. Et pendant ces 4 ans, on a beaucoup échoué à essayer des choses et à ne pas y arriver. Ça tournait quand même beaucoup, ces modèles, autour de l'éducation. T'as essayé quoi, par exemple? Un petit fail. Ouais, alors à un moment, j'ai passé l'année 2012 à essayer de convaincre les musées parisiens qu'on allait prendre les données des œuvres d'art et de tout ce qui s'exposait, donc le titre, la période, l'auteur, et qu'on allait fabriquer en ligne des quiz automatiquement, qui allaient être des quiz ludiques et sympathiques, sur une app mobile, et que les gens pourraient se challenger sur ces quiz pour mieux retenir et apprendre. Donc on n'était pas loin, c'est pas exactement ce qu'on fait, c'est pas le même business model, c'est même pas le même flow utilisateur, mais voilà, il y avait cette idée. Et donc ça n'a pas du tout marché. J'ai passé 1 an, j'ai rencontré beaucoup de directeurs de musées. Et, et c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que ça revient assez souvent, cette dualité art et quand même data maths. Même dans ton cursus, j'ai vraiment envie de revenir dessus, sur ce master en philosophie, tout en étant diplômé de Polytechnique. Non, c'est vrai. Il y avait mon père qui étudiait les maths et puis ma mère, c'était Donc toi, les tu langues. de faire les deux en même temps. Donc il fallait que tout le monde soit content. Voilà, exactement. Comment t'en viens à créer 360? Écoute, au bout de 4 ans, 5 ans, donc après Polytechnique, moi j'avais des copains qui commençaient à avoir réussi dans la vie, les gens avaient avancé, j'ai eu 30 ans, j'habitais encore chez ma mère. Et en fait, là, il y avait un business à faire. On ne comprenait pas vraiment pourquoi, mais il y a des entreprises qui ont vu ce qu'on avait commencé à faire pour les musées ou pour d'autres cases d'éducation et qui ont dit, écoute, si tu me mets un login password derrière ça et que c'est juste pour moi, je peux payer. Et donc là, on a dit, bah, alors si tu peux payer, faisons-le tout de suite. C'est intéressant ça. Donc, tu es allé voir beaucoup de directeurs de musées et d'un seul coup, aujourd'hui, vos cibles, vos personas, ça va être des grosses boîtes, des boîtes du CAC 40. Et là, il y a le patron de l'innovation de la formation du CAC 40 qui te dit, bon là, ce truc, je sais pas où est-ce que vous l'avez fait, mais ça nous intéresse. Oui. Alors, c'était pas le patron, mais c'était un gars de la formation qui dit, ça, si tu mets un login et un password devant, ça résout des problèmes que j'ai. Parce que moi, créer des formations, les mettre en ligne, ça me prend 6 mois, ça me coûte 30 000 € par formation. Et nous, on avait fait un petit éditeur qui permettait de le faire tout seul et de le mettre en ligne. J'ai partagé récemment des captures d'écran de cette plateforme dans l'équipe en disant, bah, regardez, il y a 5 ans, avec ça, on avait réussi à signer une quinzaine de clients à avoir de l'ARR. Il y a une petite discussion là sur Trello, donc. Et on se disait entre nous que les normes d'ergonomie ont aussi changé parce que nous, on avait fait quelque chose qui simplifiait tout, mais il n'y avait même pas de designer qui avait travaillé dessus. On avait dit, bah, on fait du blanc, des lignes, c'était minimaliste. Mais à l'époque, c'était complètement disruptif. Parce que c'était quelque chose de hyper simple, d'accessible, et ça suffisait. Aujourd'hui, dans le marché d'aujourd'hui, s'il n'y a pas un designer ça aurait été difficile. Sans une petite couche d'ergonomie en plus qu'on avait fait, c'est pas que c'était pas ergonomique, c'était un peu trop minimal. Ça paraissait un peu. Regardez aujourd'hui, on n'arriverait pas à vendre avec ça. C'était un peu pauvre. Aujourd'hui, sans transition sur votre culture, c'est quoi vos valeurs? Alors la culture, écoute, tu sais, j'ai toujours pas trouvé le meilleur moyen de l'expliquer simplement. Et j'ai même décidé récemment que c'était pas important de l'expliquer à l'extérieur, que c'était pas un projet de marketing, c'était un projet de culture. Ça veut pas dire que je veux pas en parler à l'extérieur. Alors là, on en parle, ça me va très bien. Mais donc on n'a pas cet axe on n'en fait pas un instrument de communication externe, en tout cas pas aujourd'hui. Mais il faut comprendre l'approche, puisqu'on parle de marketing ici et de vente. Moi, j'ai vu Steve Jobs qui expliquait, qui disait, mais une marque, elle doit créer de l'émotion. Et puis, si vous avez 10% des gens qui vous adorent et 90% qui vous détestent, vous avez sans doute fait quelque chose d'exceptionnel. Et ces 10%, ça va être votre marché, vous pourrez être leader. Aujourd'hui, Apple, c'est effectivement 10-15% de part de marché, mais ça suffit pour en faire le leader. Et ces 10%, ils adorent, et puis il y a 90% qui n'aiment pas trop. Et donc moi, ma culture, voilà, c'est pas un produit, d'ailleurs, c'est pas un produit comme celui d'Apple, encore moins. Et donc c'est encore plus facile d'assumer que je fais pas une culture pour tout le monde. Et donc dans son contexte, on est une start-up. Si on était une boîte de 10 000 personnes, peut-être qu'on ne pourrait pas et qu'on ne devrait pas faire ça. Mais nous, on est une petite start-up, on essaye de faire une communauté de gens qui s'entendent bien, qui travaillent bien ensemble, avec de la diversité. Mais sur un point, on a dit, tiens, on va fixer une variable et on va dire, nous, on va recruter à cet endroit-là et on va en faire une force. Et
je pense, bon, ça vient un peu de moi, mais moi, c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très, c'est pas que je suis pas sociable, mais je suis plus à l'aise quand je suis avec 2 ou 3 personnes, même que quand je suis avec 6 ou 7 personnes. Si je suis avec plus que 5 ou 6 ou 7 personnes, au bout de peut-être 45 minutes, je vais être très fatigué. Et puis, il faut que j'aille dormir. Et, euh, et ça m'a amené dans la vie à remarquer, quand tu mets des gens ensemble, parfois il y en a un qui parle plus fort que les autres, ou qui parle même pas plus sans parler plus fort, il comble plus rapidement les silences. Et parfois, en fait, c'est parce que cette personne, elle a un problème avec les silences, et qu'elle ne les supporte pas, ça crée du stress, elle les comble. Et puis, tu as les autres qui ne parlent pas du coup. Et moi, je me disais, et si on faisait une culture pour les autres, voilà, pour ceux qui ne parlent pas. Et je pense que voilà, ça, c'est le meilleur moyen de résumer ce projet. C'est un peu simpliste. Créer une culture pour ceux qui parlent pas. Concrètement, je commence à voir de quoi tu veux parler, mais concrètement, comment est-ce que tu l'expliquerais dans l'entreprise? Ça veut dire quoi? Ça va être la mise en place de quel genre d'outils? Une décentralisation, j'imagine, des conversations? Alors, bon, aujourd'hui, donc on est en train de passer les 200 personnes. Alors, c'est vrai que j'ai eu une approche très outils et process, et on va mettre des règles. Et donc, j'étais beaucoup là-dedans. J'en reviens un peu parce qu'à 200 personnes, ça marche plus vraiment. Et puis, ce projet de dire je vais un peu contrôler les comportements de tout le monde, bon, maintenant je le vois comme ça. À l'époque, j'aurais débattu avec le moi de l'époque aurait débattu avec le moi d'aujourd'hui en disant non, non, pas du tout. Mais je pense que c'est important déjà de se dire quel est le projet. Et puis, si on comprend bien le projet, c'est de dire c'est un projet, on va respecter ceux qui ont besoin de 10 secondes avant de parler. Et souvent, moi, je remarque que ces gens, quand on crée tout l'environnement pour qu'ils puissent, les conditions de leurs paroles et de leurs pensées, en fait, il se passe des choses spectaculaires. C'est que c'est des gens souvent qui ont une richesse intérieure. Peut-être que s'ils parlent plus lentement, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a le feu, il y a la glace, il y a le vent, et qu'ils ont besoin de 10 secondes avant de pouvoir s'exprimer. Voilà, c'est le projet de cette culture, c'est de faire la place pour ces talents-là. Voilà. Comment t'en es venu à mettre sur papier? Ça a l'air évident quand tu le dis comme ça. Je suis sûr que c'est des mois, voire des années de réflexion et d'écriture et de réécriture. Ouais. Comment est-ce que tu fais? Et l'idée, c'est de pouvoir l'appliquer chacun à son entreprise. C'est très dur. Je sais même pas si je recommande. Voilà, c'est une culture, c'est pas un truc à photocopier. Il faut faire la sienne. Je recommande. Si je dois, donc c'est 2 questions différentes. Donc oui, j'ai mis des années, même la manière dont je le dis là, c'est pas comme ça que c'est dit dans les slides. On dit quand même dans les slides, on dit voilà, autorité faible. On veut un environnement où c'est pas l'autorité qui s'impose, et c'est pas qu'elle est jamais là, elle est faible. Elle peut être là, mais si elle est là, c'est peut-être qu'il y a un problème. C'est que il y a quelque chose qui a été mal fait. Et souvent, le reste des valeurs ou des tribes, comme on dit, elles sont peut-être là pour rendre possible l'autorité faible. On dit donc voilà, pour rendre possible cette autorité faible, il y a la transparence, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà. C'est quoi l'autorité faible? Parce que soit c'en est un qui prend la décision, on appelle ça l'autorité ou le totalitarisme, soit c'est la majorité, c'est pas mieux, c'est le totalitarisme de la majorité. C'est les très bonnes questions. Et donc voilà, c'est quand on tire le fil, il y a ces questions-là qui se posent. Et donc si on veut qu'il y ait une autorité faible qui s'applique, il faut sans doute définir les périmètres de manière extrêmement claire et savoir tout de suite la décision à qui elle appartient. Chez Apple a ce concept de DRI, Directly Responsible Individual. Quelle est la personne directement responsable d'un projet, d'une tâche? Il faut toujours savoir qui c'est. C'est elle qui va décider. Donc c'est le périmètre. Et là, c'est plus de l'autorité, c'est de la clarté. Et il peut demander, d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les marques qui sont clivantes. Souvent, les marques qui réussissent, il y a une forme de clivage. C'est très compliqué en marketing, le clivage. Donc, ça mériterait, on peut faire 2 podcasts sur le clivage en marketing. Mais ça mérite de clarifier. Donc, tu vois, on va dire, par exemple, je réfléchis à un truc extrêmement clivant, no meeting. Voilà. Pas de meeting. Pas de C'est une meeting. culture où il n'y a pas de meeting chez vous. Exactement. Donc, si on continue à tirer ce fil du clivage, tu vas dire, bon, on ne fait pas de meeting parce que le meeting, c'est souvent un instrument de quelqu'un qui va dire écoute, je ne sais pas, ou j'ai pas envie de l'écrire. On va se voir, on va discuter, on va faire une décision. Comment elle se prend, cette décision? Souvent, elle se prend par un passage en force. Voilà. Donc, quand on dit de meeting, ça ne veut pas dire jamais de meeting. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait des meetings. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est faire un meeting, mais on va loguer ce qu'on s'est dit après. On va le rendre public pour pouvoir le vérifier. Voilà. Et donc, tout ça, si on remonte là du point dont on parle, on se disait l'authority, tu me dis qu'est-ce que c'est l'authority? C'est cet environnement, il y a quelqu'un qui prend des décisions parce que c'est à lui de les prendre. S'il prend la décision, peut-être qu'il va pouvoir prendre une décision clivante,
Il y en a 2 qui sont d'accord, il y en a 10 qui ne sont pas d'accord. Mais c'est lui qui est responsable. On a discuté, je prends ma décision. Il n'y a pas eu d'exercice d'autorité, parce que c'était clair. Mais j'ai pu prendre une décision qui va à contre-courant. Voilà, c'est les conditions de, tiens, il y a un génie, il ne parle pas fort, il a une idée, c'est son périmètre, cette idée, il va pouvoir la faire. Et on lui met toutes les informations à disposition. À ce moment-là, il prendra. C'est un peu le disagree and commit, c'est ça? Disagree and commit, ouais, c'est des bons concepts. C'est le fait de dire non, ou de donner un maximum d'informations et de dire non, mais au moment où ce responsable prend la décision, on se range derrière lui. Exactement. Une fois que la décision elle est prise par le responsable, on analyse quand même les dépendances et ensuite disagree and commit. Ouais. Question très pragmatique. Ça se passe mal avec un collaborateur. Toi, j'imagine, comme tu dis, il n'y a pas très peu d'autorité. C'est pas toi qui prendras la décision il va falloir peut-être s'en séparer. Ou... Ça va être qui? Comment ça se passe? Alors, on a quand même une valeur qui est l'impact, la performance. Et donc aujourd'hui, on l'était pas il y a 1 an et demi, puis j'ai recruté un super DRH, quelqu'un qui m'apprend beaucoup de choses au quotidien. Et donc on a mis en place une discipline vraiment d'organisation sur l'évaluation de la performance. Et dans le but, là aussi, de rationaliser les choses et aussi d'anticiper. C'est-à-dire de dire, c'est pas bon bah tiens, t'es viré. C'est en fait non, on a des warnings, on a des étapes, on a de la transparence là-dessus et on est capable de mettre en place des plans d'amélioration. Ça, c'est de la market practice RH. Hein. Mais en fait, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont de la market practice RH. Mais en fait, c'est quoi de la market practice RH? Ouais, pardon. C'est de l'état de l'art du management qui est plus du management mais du leadership. C'est vraiment comment tu peux dans un groupe, si tout le monde a ce comportement exemplaire, c'est plus qu'il y a un manager, c'est qu'il n'y a que des leaders autour de la table. Et si chacun a ses comportements exemplaires, le groupe va bien fonctionner. Et ça, c'est documenté depuis longtemps. Mais c'est tellement difficile à inscrire dans une culture que c'est sur les étagères de livres, mais jamais dans les pratiques des grands groupes. Et quand on regarde quand même ce qui est marqué dans les étagères sur ces livres, voilà, comme ce que je dis là, sur la performance, il y a très peu de boîtes qui le font aussi proprement. Concrètement, ça veut dire quoi? Toutes les semaines, il y a une review et je me fais taper sur les doigts si j'ai pas été performant. Ça veut dire quoi? Et au bout de 4 semaines où en fait mon équipe dit en fait tu nuis à notre performance collective, on décide d'aller parler à celui de-dessus pour dire qu'il faudrait peut-être de se séparer de toi. Ou alors c'est l'équipe qui va dire en fait on est tous honneurs ici, on est honneur de notre impact, on est responsable de notre impact et on décide et c'est nous qui mettons en warning, c'est pas le manager du dessus. On n'utilise pas le mot warning, mais on parle d'amélioration de performance. Je pense que c'est pas la même chose en réalité. Les mots ont leur importance. C'est pas toutes les semaines, c'est tous les trimestres. Et je pense que ce qui est important, l'outil important derrière, c'est donc les OKR. Désolé, il n'y a pas de mot en français. Les objectifs et résultats clés. Voilà, les objectifs et résultats clés. Et donc je pense que ces revues de performance, elles sont permises par en fait la discipline des OKR, qui est une vraie discipline. Et pareil, nous on a comparé, on allait demander à d'autres entreprises comment elles implémentaient ça quand on a démarré il y a 2 ans. Et en fait, tu te rends compte que la plupart des entreprises sont en échec sur ce sujet. C'est-à-dire que c'est très difficile à implémenter. Là aussi, il faut comprendre l'idée. L'idée, c'est de dire, puisque tu as ton périmètre, on ne va pas te tasquer, on ne va pas te donner des ordres tous les jours, mais on doit définir les objectifs. Les objectifs, c'est le résultat, ce n'est pas le moyen. Là, on est en période de Covid. On entend beaucoup dans les entreprises que les managers, ils se disent, mais comment je peux contrôler mon équipe? Ils sont plus devant moi toute la journée. Comment je les contrôle? Eh bien oui, il faut manager par les objectifs. Il ne faut pas manager par le micromanagement du quotidien. Et donc, pour manager par les objectifs, il y a cet instrument, les OKR, où tu dis une fois par trimestre, je vais construire ma feuille de route. Donc déjà, moi, je vais la construire. Qui que je sois dans l'organisation, je vais la construire. Et je vais la construire. Donc c'est mon initiative, mais je vais l'ouvrir. Donc je vais proposer, je vais dire 15 jours avant le début du trimestre, je vais dire voilà, pour le trimestre prochain, voilà ce que je propose. L'équipe peut enrichir. Et évidemment, il faut qu'au préalable, il y ait des objectifs au niveau entreprise, parfois au niveau département qui soient communiqués, pour que chacun puisse se dire, ok, étant donné ça, qu'est-ce que moi je dois faire? Si on est dans le cadre d'un projet transverse, il faut que le projet transverse ait ses OKR qui soient définis au préalable. Et là, chacun peut aller dire, ok, voilà mes OKR pour le trimestre prochain, on itère. Ok, si on résume OKR d'entreprise, du top jusqu'au bottom, pour bien faire comprendre, et qui remonte aussi à un moment donné, que chacun dise, exactement, sinon ça ne peut pas marcher. Exactement. Et que chacun définisse ses propres OKR, qu'ils soient validés par ses pairs ou par
le niveau supérieur. Ouais. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, tout le monde soit aligné. Il y en a qui disent, alors là, attention, on ne peut pas faire 2 millions d'ARR de plus chaque mois parce que là, nous, on n'y arrive pas. Exactement. Il y a une discussion qui doit s'enclencher. Cette discussion, elle est conflictuelle uniquement, enfin, elle est très rarement conflictuelle. Et elle peut souvent devenir conflictuelle parce qu'on échoue à construire un rationnel et à échanger sur un rationnel. Et en fait, la raison de ça, c'est souvent qu'on le fait dans la précipitation. Et que comme on est dans la précipitation, ça va mal se passer. Je pense que tu as dit un truc hyper intéressant et important, c'est si on commence à définir et à graver dans le marbre sa définition du succès du trimestre, si on le fait mal, forcément, à la fin du trimestre, on ne va pas pouvoir être va pas pouvoir bien analyser ou mesurer notre performance. Et dans un climat, situation, contexte économique aussi incertain, comment est-ce que tu fais ? Alors, c'est un excellent point. Alors déjà, il faut venir insister sur l'idée dont tu parles, parce que donc, c'est très intéressant. Donc, tu dis, il y a une idée de base, il faut anticiper, et puis aujourd'hui, c'est difficile. Mais déjà, il faut anticiper. C'est dans le bouquin de Sheryl Sandberg. Elle dit, moi, mon travail, donc chez Sheryl Sandberg, chez Facebook, quoi, le bras droit de Mark Zuckerberg, l'expérience chez Facebook, elle dit, mon travail, c'est d'arriver dans une boîte où il y a 6 mois de visibilité et de construire une roadmap à 3 ans. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai tout organisé. On m'a envoyé le podcast. Tu parlais de Sophie que tu as reçu. Sophie m'a partagé le podcast du CMO de ServiceNow. ServiceNow, qui est une start-up américaine, une centaine de millions d'ARR, je crois. Je mets un bémol sur le chiffre, je crois. Où le CEO de SAP est parti là récemment. Et donc il y a le CMO et il dit 40% de mon temps, c'est du scheduling. C'est de faire un calendrier pour prévoir ce qui va se passer dans les 12 prochains mois. C'est 40% de mon temps. Et c'est vrai. Quand on dit, parce que parfois des gens sont confus sur le mot vision, quand on dit est-ce que quelqu'un il a une bonne vision ? En anglais, parfois on dit une vision au niveau du pixel. Une vision, c'est pas un pep talk, c'est pas un discours de motivation, c'est pas une phrase inspirante pour motiver les gens. Une vision, c'est j'ai une vision précise de ce qu'on va faire et de comment on va le faire. Là, j'ai une vision. C'est ça une vision. Une vision, c'est pas... Il y a les deux, mais il y a les deux. Il n'y a pas juste... Et donc, c'est est-ce que j'ai une vision des 18 prochains mois ? Est-ce que j'ai une vision des 3 prochaines années ? Ça, c'est une équipe qui fonctionne. Elle fonctionne à partir de, pas un objectif à 3 mois, un objectif à 3 ans, un objectif à 1 an, un objectif à 3 mois. Maintenant, dans le cas du Covid, donc oui, gauche, droite, la vision, on l'a réécrit, c'est très compliqué. Donc du coup, mécaniquement, elle se raccourcit. Il faut le savoir, c'est la vie, il faut l'accepter. Donc, enfin, au final, ta réponse, c'est il suffit de faire des OKR à 1 mois au lieu de les faire à 3. Exactement. De toute façon, tu as ta roadmap à 3 ans, le Covid, il peut te... Mais tu sais, moi, j'ai fait les HoloLens là, pendant le Covid, donc toute la boîte ensemble, sur Zoom. On en faisait un par mois. Avec le contexte du Covid, on a dit on va en faire un par semaine pour la cohésion d'équipe. Et j'étais hyper heureux parce que ma première slide de HoloLens, c'était les objectifs de 300 Learning à 3 ans. Et puis, après un peu d'incertitude de 2-3 semaines de Covid, je démarrais le HoloLens en disant Our 3 years goals are stronger than Covid. Nos goals à 3 ans ont été plus forts que le Covid parce que les goals qu'on avait écrits là, c'était toujours les mêmes. Voilà, c'était pour moi, voilà, c'est tellement important la vision qu'on peut avoir et le rétro-planning que c'était une satisfaction qu'ils aient tenu. Je te propose de passer à la fin de l'interview. Yes. C'est le moment où je te pose plusieurs questions de suite. Ouais. On essaie d'y répondre le plus succinctement possible. Ouais. Presque. Première question. Quels sont vos outils digitaux préférés ? Moi, mon outil digital préféré, c'est quand il n'y a plus rien sur le bureau de mon ordinateur. Les mails sont à 0, tous les onglets sont fermés, l'outil il est prêt à être éteint. Voilà, less is more. Ton processus de décision ou ton arme secrète lorsqu'il faut prendre des décisions difficiles et rapides ? La pédagogie. On discute. C'est une décision où on n'est pas d'accord. C'est souvent qu'il faut redescendre sur les hypothèses. C'est qu'on a une vision du monde qui n'est pas... En fait, voilà, il faut démarrer par est-ce qu'on a une vision partagée du monde ? C'est ça la pédagogie. Est-ce qu'on se remet d'accord sur les hypothèses ? Après, on revient sur la décision. Est-ce que la décision, c'est vraiment... on veut en fait tel objectif, mais on n'accepte pas tel risque ? Est-ce qu'on n'est pas d'accord sur la vision risk-reward ? En général, c'est pas ça. Quand c'est ça, c'est une discussion super intéressante. Mais en général, c'est pas ça le problème du désaccord. Le problème, c'est qu'on
on n'est pas d'accord sur les hypothèses. On ne voit pas le monde de la même manière. Donc, quand tu redis, attends, toi tu dis A, moi je dis B, mais attends, est-ce qu'on part bien des mêmes hypothèses? Tu réalignes les hypothèses, à la fin on est d'accord. C'est plus A, c'est plus B, c'est C, et on a eu une bonne discussion. Tu fais comment pour te réaligner à ce moment-là? Bah, donc c'est vrai qu'il faut, allez, on va prendre un café, on va discuter. Ça va prendre du temps. C'est la pédagogie, c'est ça. Pédagogie, Dans les deux sens. Ouais. Méthode pour avoir c'est-à-dire pour justement quand ça devient. Les oreilles. Ouais. Les oreilles, les points d'interrogation, quoi. Il faut pour mettre l'ego de côté, par exemple, parce que les oreilles, oui. Ouais. Faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle, c'est pour ça qu'on Ouais. a 2 oreilles. Ça, Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il n'y a pas une pédagogie, communication non violente, par exemple. Ouais. Bon, je sais pas si c'est une bonne réponse que je vais te fournir, mais j'ai l'impression dire que... Non, en fait, ça me fait penser au fait que si à un moment la discussion, elle devient violente, après, bon, nous, on est dans une aventure d'hypercroissance. Moi, j'ai vécu, on n'a pas parlé, l'année 2019, j'ai rajouté 100 personnes, c'était compliqué. Bon, à un moment, discussion non violente, si la discussion, elle devient violente, il faut savoir faire des décisions, de dire, il y a des personnes avec qui tu veux discuter, il y a des personnes avec qui tu veux pas discuter. Les discussions violentes, tu peux essayer de les résoudre ou, selon moi, tu peux aussi essayer de les interrompre en simplifiant et en décidant que tu vas arrêter de discuter avec cette personne violente. Quel conseil tu donnerais à un jeune CEO? C'est de vivre l'aventure entrepreneuriale pour l'aventure entrepreneuriale et pas pour l'après-entrepreneuriat, pas pour l'argent, pas pour qu'est-ce que je vais faire après avoir tant souffert, avoir tant travaillé. Il ne faut pas vivre pour après. Il faut apprécier l'instant, le moment de l'aventure. Et si à un moment, bon, elle ne te plaît plus, il faut arrêter. Mais il ne faut pas le faire comme un sacrifice pour quelque chose qui viendra plus tard. Quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu en as déjà parlé ou peut-être qu'il y a quelque chose de personnel. Non, c'est plus global. En fait, je pense que vivre pour l'instant présent, être attentif à l'instant présent et être très ouvert, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas, moi je trouve ça très enrichissant, c'est très positif pour moi. Et donc ça, c'est peut-être juste un sous-bullet point de ça, c'est typiquement l'entrepreneuriat. Moi j'en vois qui souffrent et qui se le font pour après. Et je pense que c'est pas terrible. Si t'aimes pas un truc, change, fais pas ça. Fais-le parce que t'aimes l'instant, pas le résultat. Il faut aimer la route, le chemin. L'objectif, c'est bien d'avoir un objectif, mais voilà, il faut profiter de la vie. Sinon, on n'a pas d'équilibre. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Oh là là, il y en a tellement. Mais je vais te dire, il y a beaucoup de choses. Moi, tout ce que je dis là, ce dont on parle aujourd'hui, des choses qui sont des piliers pour moi, ça vient des gens que j'ai rencontrés. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur conseil. La meilleure personne, moi, c'est Jean-David Chamboredon. C'est la meilleure personne que j'ai rencontrée, disait. Voilà, beaucoup de choses que je dis là, je les ai construites grâce à Jean-David. Il y a d'autres gens aussi, chez 360 Learning. Je parlais de mon DRH, Nicolas Wagner, qui m'apprend des choses, et puis mon équipe, mes cofondateurs, il y a beaucoup de gens. C'est plus les gens que, de toute façon, les avis, tu sais, ils changent. Les conseils, un bon conseil, demain, c'était un mauvais conseil dans une autre situation. Y a-t-il un livre que tu conseillerais? Oui, c'est un excellent roman qui s'appelle Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq. C'est un roman magnifique. C'est pas un livre d'entrepreneuriat ni de business. Je conseille Le Rivage des Syrtes à ceux qui l'ont pas lu. Et ma dernière question, c'est quoi ta pire nuit blanche chez 360 Learning? Écoute, je vais te dire, les process de levée de fonds, je trouve ça, que c'est des process qui sont parfois stressants. Et parce que souvent, en fait, comment ça se passe? Donc, tu es là, puis tu prends ton petit slide et tout, et tu vas comme ça expliquer ton truc. Et puis, tu as des gens qui disent, ah ouais, tu sais, moi, j'investis sur des gens... donc, reviens pitcher lundi, on sera 10 partenaires, et puis fais-nous un bon pitch. Et puis, si nous fait un bon pitch, on investira. J'ai pas... Encore une fois, c'est pas mon mode de communication, cette histoire-là. Donc, tes pires nuits blanches, c'est quand tu lèves? Oui, je sais pas si on peut parler de nuit blanche. Les vraies nuits blanches que je fais, c'est quand à un moment je dis je vais boire un verre de vin, et en fait je digère pas le vin. Après, je suis malade toute la nuit à un verre. T'imagines? Donc là, ça me fait une nuit blanche où je transpire et je me sens pas bien. C'est une indigestion en fait, médicalement. Bon, ça, j'aime pas. Mais les moments un peu d'angoisse ou de stress que j'ai pas apprécié, liés au business, je dirais que les processus de levée de fonds, notamment dans le monde anglo-saxon, avec ce truc de tu vas nous pitcher un bullshit, et puis si tu l'as bien pitché, on va faire un énorme chèque.
Et il y a un peu, je caricature, hein, mais c'est pas autant que ça. Mais il y a un petit côté comme ça. Moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas plutôt une discussion rationnelle? Parce que moi, j'ai créé beaucoup de valeurs que je peux t'expliquer. Et si on y va tranquillement, on aura une bonne discussion. Et c'est pas les discussions souvent. C'est souvent, ils arrivent en retard, ils n'ont pas le temps et tout. C'est stressant. Moi, j'ai trouvé ça stressant. Merci beaucoup Avec pour plaisir. tous ces conseils, Avec pour toute plaisir. ta transparence. Bah, Ça me fait écoute, très non, plaisir de merci, te rencontrer. C'était merci un à toi. réel Félicitations pour le podcast. Il est super. Non, c'est Merci. bien. Je te dis à très vite. Yes.